Iyar. Vous connaissez tous le sens de cet événement, de cette fête sur Matépagra. Le Fourachat dans la Torah, que tout le monde doit apporter le Korban Pessah, qui est sacrifié donc le 14 Nissan et qui était consommé le 15 Nissan à nuit de Pessah. Et il pouvait arriver que certains étaient en état de Touma. On ne pouvait pas apporter ce Korban Pessah, en état de Touma, d'impureté. On avait touché un mort, quelqu'un qui fait partie d'un Fragadija, ou qui a touché un Sheretz mort, un reptile mort, certains, un Shmon Sharatzim, il y en a 8. Donc, en état d'impureté ne peut pas apporter un Korban. Un homme qui est tamé ne peut pas apporter un Korban. Ou bien qui était derer choka, même pas tamé, mais honnête, il n'a pas pu être à Yerushalayim pour apporter le Korban. Eh bien, nous dit la Torah, qu'il y a un rattrapage. Il y a un rattrapage possible, c'est Pessah Sheni, c'est un mois plus tard. On pouvait apporter donc le Korban un mois plus tard. Et ça, c'est un enseignement extraordinaire que nous donne la Torah. On a un principe qui est Anus Rachman Apatre. Une personne qui est en cas de force majeure, il n'est pas tour de la mitzvah. Il ne peut pas. Imaginez les barminan, quelqu'un qui n'a pas de bras pour mettre de filine, il ne peut pas mettre de filine. Il n'est pas tour. On n'en veut pas du tout. Alors, on peut imaginer qu'une personne qui est en état de touma, d'impureté, eh bien, tant pis, il n'est pas tour du Korban Pessah cette année. Il ne peut pas le faire cette année. Il le fera l'année prochaine, non. Eh bien, là, on voit que la Torah veut nous dire, en prenant un exemple, un binyan av, construction à partir d'un exemple, et qu'on peut ensuite, de manière rouchani, étendre à toute la Torah Kula. Sache que ce Korban Pessah, tu es en état d'impureté, ou bien tu es loin du Beth Amikdash, tu es loin de Yerushalayim, derrière Choka, Hachem, il dédouble cette mitzvah, et il te dit que tu peux y aller le mois suivant, et tu peux rattraper. Extraordinaire. De là, on apprend un enseignement fabuleux dans la vie d'un juif. En davar avoud. C'est bien de répéter ces choses-là. Il n'y a pas une chose perdue. On a raté quelque chose, on peut toujours se rattraper. On a flanché, on peut toujours se rattraper. Il m'arrive en tant qu'arabe d'avoir des questions de personnes qui ont eu un moment de faiblesse. Et donc, ils ont besoin de chidouk. Il faut dire que malgré ce moment de faiblesse, sache que c'est une rida, certes, c'est une descente, mais cette descente va te donner des forces. Si tu sais l'utiliser à bon escient, eh bien, ça va te donner les forces de rebondir et d'aller encore plus haut qu'auparavant. Ça, c'est l'enseignement de Korban Pessah Sheni aujourd'hui. Donc, le mina, comme vous savez, c'est on mange des matzot. On n'a pas fait Tachanout ce matin. On va pas faire Tachanout. Ceux qui ont fait Mincha, vous n'avez pas fait Tachanout. Nous, on n'a pas encore fait Mincha. Je vais faire Be'ezrat Hashem, j'aurai le mérite de le faire après le shiur, quand j'aurai fini avec vous. Eh bien, on a cette mitzvah de faire Mincha sans le Tachanout, parce que c'est un jour de Simcha. Donc, n'hésitez pas à faire un grand Lechaïm, augmenter la Simcha, augmenter ce concept que rien n'est jamais perdu. J'ai parfaitement conscience qu'on a tous, on est loin d'être tzadikim, on dit Alvaï Benonim, on a tous des moments de faiblesse, on a tous des moments où on n'a pas de force, on n'a pas d'entrain, on n'a pas de corps, on n'a pas d'impact. Et la tfila n'est pas comme on voudrait, l'étude n'est pas comme on voudrait, on parle à son prochain juif, pas comme avec la conviction, la force qu'on voudrait. Ok, il y a des moments comme ça, des moments qu'on appelle des moments parfois de timtoum alev. Le cœur est un peu fermé, un peu serré, un peu bouché, disons. Eh bien, il faut laisser passer. Bien sûr, il y en a d'autres à faire, il y a le Tania qu'il faut faire dans ces cas-là. Bat Shimle, Delosalik. Quand on a une bûche de bois qui n'arrive pas à prendre feu, mais Bat Shimle, on tape dessus jusqu'à ce qu'elle prenne le feu. Bon, ok, ce n'est pas de l'objet maintenant d'expliquer comment faire, mais en tout cas, savoir que malgré les moments de baisse qu'on peut avoir, c'est qu'un nouveau départ.
toujours. Et la vie, c'est comme ça, des petites baisses, des grandes montées, petites baisses, grandes montées, jusqu'à ce qu'on arrive à devenir le maximum de ce que l'on est. Hein. Vous connaissez le mot. On ne va pas vous demander, c'est devenu le tzaddik Ador, on va vous demander si vous êtes devenu ce que Dieu vous a donné, ce que vous êtes. Hein. Rav Zouche, on raconte une histoire de Rav Zouche Menipoli qui disait comme ça, quand je montais là-haut, on ne m'a pas demandé si j'étais un tzaddik, on m'a demandé est-ce que tu as été Zouche. Si tu as été toi, comment tu t'appelles? Yitzhak, est-ce que tu as été Yitzhak? Ça veut dire est-ce que tu as développé tes forces, le potentiel que Dieu t'a donné au maximum. C'est simplement. C'est pour ça, bon, comme toujours, hein, il faut faire des efforts. On est là pour ça qu'on se réunisse, pour ça qu'on fait rien. Il va à doute, on se réunit, c'est pour ça qu'on fait les chaïm ensemble, c'est pour ça qu'on donne des cours, pour être toujours dans ce ta'alir, dans ce mouvement, toujours constamment de progresser. Donc aujourd'hui, je vais vous faire on va un petit peu sortir des chantiers battus. Je vous ai fait les dernières semaines, donc Ilchot Yichud, Ilchot Bishul Hakum. S'il y a des questions, hein, comme vous savez, je suis toujours à votre disposition. Donc, j'ai été sollicité pour un certain nombre de questions par des filles de Bet Rivka. J'ai réuni toutes ces questions qui sont intéressantes et je vais vous en faire part. Je vais vous en parler de ces questions. C'est des choses fréquentes qui arrivent fréquemment, donc on va en parler. Et puis, je pense que ça peut rentrer dans votre quotidien. Une première question archi classique qu'on m'a demandé. On utilise la plaque de Shabbat. Je reviens à Echot Shabbat. Hein. Donc aujourd'hui, on va faire shiur de Shelot et Tshuvot. Shoot, Shelot et Tshuvot sur Echot Shabbat. Une personne voudrait réchauffer du gâteau, du pain, un tafshil sec. Il n'y a pas de liquide. Mais complètement cuit. Je voudrais prendre mes chalotes qui étaient au frigo. Je voudrais les réchauffer. Puis-je mettre les chalotes sur la plata de Shabbat? Je sais que vous avez tous entendu parler de cette chaîne-là. Je pense que vous savez qu'il y a beaucoup de discussions là-dessus. Mais je vais tâcher avec un petit SBR quelques minutes pour expliquer les tzdadim, hein, l'alternative qu'on a ici et la hanaga que je préconise et la manière de se comporter que je préconise. Alors, vous savez que quand vous avez un tafshil, un repas qui est complètement cuit, un gâteau, des chalotes, ou bien un morceau de viande complètement sec, et s'il est mouillé, s'il est humide, c'est un liquide, même qu'il a complètement refroidi, yesh bichou la bichou. On a déjà vu ça. Bon, donc c'est un tafshil complètement sec. Je voudrais le réchauffer directement sur la plata. Mes chalotes, mon gâteau, j'ai un schnitzel, on va dire un schnitzel sec. Voilà. On tient la main, il est sec, il n'y a pas d'huile qui coule. Bon. Est-ce qu'on a le droit de le mettre sur la plata? Je pense que vous avez tous entendu, beaucoup d'entre vous ont l'habitude de mettre les chalotes, les gâteaux, etc., sur le couvert du marmite. Le couvert du marmite qui est sur la plata. La question, c'est est-ce qu'on peut être méquille de le mettre sur la plata? Alors, la réponse est que, je vous donne déjà la réponse, après on va rentrer dans des explications. Nous avons l'habitude, en tout cas chez Chabad, nous avons l'habitude, le minag, c'est d'être mahmir, de ne pas mettre directement sur la plata. On peut réchauffer sur un radiateur, mais on ne réchauffe pas directement sur la plata. Certains permettent, Rav Ovadia Yosef permet de mettre directement sur la plata. Donc la réponse à la question, ceux qui veulent prendre le minag que beaucoup de faradim ont, qui suivent Rav Ovadia Yosef, peuvent réchauffer les chalotes et les gâteaux sur la plata. Chez Chabad, on ne le fait pas, on réchauffe sur un radiateur ou sur le couvercle de la marmite qui est sur la plata. Ou bien, ce qu'on peut faire, c'est prendre une assiette un peu haute, retourner l'assiette sur la plata et mettre sur l'assiette. Voilà le psak. Maintenant, l'explication. L'explication, c'est que mettre a priori, j'ai bien a priori, je ne dis pas une casserole qui était déjà sur le feu à l'entrée de Shabbat. Mettre a priori quelque chose, un ochel, un marachal, un aliment, directement sur un feu, Chachamim m'ont interdit, pas minatora, du pain, des gâteaux, c'est déjà cuit, un bichol rabichoul, ou bien un morceau de viande, un morceau de poisson sec, et qui est complètement cuit, un bichol rabichoul. Il n'y a pas un issour minatora, un issour seulement midérabana. Il y a un issour selon les avis, ou bien parce que c'est niré kemevachel, le fait de mettre un aliment, même déjà cuit, sur un feu, directement, a priori je parle, hein,
parle pas de remettre, de l'érzir. Je parle de mettre directement, prendre du frigo et de mettre directement sur le feu. C'est niré kemvachel. Ça ressemble à un bichoul. Quelqu'un qui voit d'extérieur, on voit qu'on prend un aliment. Il est peut-être cuit, mais on met directement quelque chose sur le feu. Ça, c'est interdit. C'est niré kemvachel. Merze kemvachel, dit la Gemara. Certains interdisent à cause de notre issour qui s'appelle Shema Yechate Begechalim. De peur qu'on soit amené à attiser les flammes. De nos jours, c'est de peur qu'on soit amené à monter le feu. Voilà. Alors, maintenant, on va appliquer cela à la plata. Les mekilim sont mekil pour la raison que j'ai expliquée, les marchmerim pour l'autre raison. Alors, les marchmerim, je vous dis, c'est les grands poskim, Rabosner, Rabo Yorbach, dans le Shmirat Shabbat Kilcheta, ils disent on ne peut pas mettre sur la plata. Pourquoi? C'est vrai que la plata, c'est en derech les vachel à la plata. Certes, ce n'est pas un feu qui a la fonction de feu habituelle. Ce n'est pas un derech. Donc, on pourrait imaginer, et c'est ce que disent les mekilim, que quand on met quelque chose qui est cuit, je dis bien, un challah ou un morceau de viande sec sur la plata, comme ce n'est pas un feu, dans la semaine, on ne cuit pas sur la plata, donc ce n'est pas merzek et vachel. On va dire, ce monsieur, il est comme s'il cuit et on va être amené à des choses plus graves. En plus, on ne craint pas de peur de tisonner ou d'attiser les braises, puisque de toute façon, il n'y a pas de boutons qui peuvent monter les flammes. Ça, c'est la sphara des mekilim. Ce n'est pas un vrai feu sur lequel on peut dire niré kem vachel. Les marchmerim, qui sont nombreux, disent oui, certes, mais on peut réchauffer quand même. Ça a quand même une fonction de feu. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de cuire sur la plata, encore que je ne suis pas sûr que de nos jours, on ne puisse pas le faire. On a des plateaux très, très performants. Mais disons, regardez la svara donc des marchmerim, il dit, mais puisqu'on peut réchauffer, sur la plata. Et d'ailleurs, sachez, vous savez très bien que quelquefois, on fait des smachot, on fait une brit mila Shabbat et tout, on utilise vraiment les plateaux, même quelquefois pour cuire. Pour cuire, en tout cas pour réchauffer, on met beaucoup de plats comme ça déjà cuits. Donc le fait qu'on puisse réchauffer sur la plata, donc on rentre dans la xéra de niré kemevachem. Certes, et bien sûr, s'il y a des plateaux comme des kumkum, des fois avec un bouton qu'on peut augmenter, il y a l'autre raison d'interdire, c'est Shema Yechate Begechalim, ça veut dire de peur qu'on monte le feu. Voilà. Je résume en 2 mots. Mon psaque, je donne toujours le psaque, tous ceux qui me demandent en général, je leur dis que c'est assourd de mettre directement sur la plata, mais jamais sur la plata, vous mettez sur le couvercle, mettez sur une assiette renversée qui est sur la plata, pas directement, parce que c'est finalement un feu, c'est Merzek et Mvachel. C'est comme si on était Mvachel. Mais les rabanan, bien sûr. Bon, maintenant, si quelqu'un me dit, moi j'ai entendu que Ravodia s'est fermé, ok, il n'y a pas de problème, tu peux choisir le rave que tu veux. Yesh makom laquelle, d'après certains poskim, on doit choisir son rave, aselecha rave, veistalek minasafek. Fais-toi un rave et sors des doutes. Et lui, il dit qu'on n'a pas l'habitude de cuire sur la plata, donc cette xéra de Nirazet Machel, elle est beaucoup moins forte, et le fait qu'on puisse réchauffer n'est pas suffisant pour interdire. Voilà, je vous ai donné les 2 tzedadim et le psak, en tout cas, comme ça j'enseigne depuis très très longtemps, qu'on ne met rien directement sur la plate. Voilà donc le premier halakha. Et pourquoi on a le droit sur le radiateur? Pourquoi on a le droit sur le radiateur? Pourquoi, madame? C'est la réponse très simple. Parce que jamais personne ne fait cuire ou ne réchauffe sur un radiateur, sauf vraiment des juifs qui ont besoin de chauffer des choses Shabbat. Vous êtes d'accord? Je ne pense pas que ça vous arrive en semaine de mettre une nourriture dans le radiateur. Et même si vous le faites, c'est vraiment, vous êtes yotzé minaklam. Donc là, c'est certain qu'on ne peut pas dire il est en train de cuire en mettant quelque chose sur le radiateur. Donc là, tout le monde est d'accord. C'est la même question que vous avez sur le couvercle d'un marmite. On n'a pas l'habitude de cuire sur le couvercle d'une marmite. C'est pour ça que ce n'est pas niré qui me vachel. Il ne faut pas d'intermédiaire entre l'aliment et le radiateur. Ah non, sur le radiateur, pas besoin. Peut-être par hygiène, mais en tout cas pas pour la lacha. Ok, merci. Je vous en prie. Je passe donc. S'il n'y a pas d'autres questions, n'hésitez pas, vous m'arrêtez. S'il y a une question, vous m'arrêtez. Alors, deuxième question qui m'a été soumise, c'est la suivante. Il arrive souvent que quand au Hachem, il y a des grandes familles, beaucoup de vaisselle, et dans la cuisine, il n'y a plus de place pour mettre la vaisselle qui a été utilisée. Donc, qu'est-ce qu'on fait souvent? On prend cette vaisselle et puis on la met dans la vaisselle, dans la machine qui lave la vaisselle. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Prendre les ustensiles et les mettre dans la machine.
Alors, deux problèmes. Problème déjà, la machine, elle est mouxée. La vaisselle est mouxée. Deuxièmement, vous êtes méchin. Vous êtes en train de préparer la future nettoyage que vous allez faire Motsai Shabbat. Est-ce que c'est permis quand même? Alors, là aussi, il y a des nuances. Le problème de mouxé est éludé. Pourquoi? Tout simplement parce que même si on dit que c'est un keli chez Melarto l'Issour, c'est un ustensile qui est fait pour faire un Issour, pour cuire, mais les horaires bouffo, omekomo, c'est moutard. Si j'ai besoin de son endroit ou si j'ai besoin de lui pour faire quelque chose de permis, c'est permis. Exemple, j'ai un marteau sur ma table et tout le monde va manger sur la table. Il me gêne ce marteau. J'ai le droit de prendre le marteau, de l'enlever de la table. C'est les horaires mekomo, j'ai besoin de l'endroit où il est posé. J'ai le droit d'enlever d'un 5 keli, marteau 5 keli, j'ai le droit d'enlever. Les horaires bouffo, j'ai besoin du marteau lui-même. Pourquoi faire? Planter un clou, c'est assaut de planter un clou. Mais j'ai besoin du marteau pour casser une noix de coco, par exemple. J'ai parfaitement le droit de prendre un marteau et casser une noix de coco. C'est les horaires bouffo. Pour le besoin de sa place, les besoins de lui-même, j'ai le droit d'utiliser. Là, en l'occurrence, j'ai besoin du lave-vaisselle parce qu'il y a une enceinte dedans. Et j'ai besoin de cette enceinte, c'est mes comos. Ou je vais dire même, j'ai besoin de mes horaires gouffaux, j'ai besoin de lui-même, j'ai besoin de l'espace qui est dedans. Je suis ennuyé, sur les plans de travail dans la cuisine, c'est déjà occupé, il y a beaucoup de nourriture. C'est très pratique de prendre toute la vaisselle et de la mettre dans la machine. Donc, moukté, il n'y a pas de problème. Mais il y a un autre problème qui est mechid. Mechid, ça veut dire préparer. Une petite introduction sur le fait de préparer. Imaginons que vous vouliez pendant Shabbat, vous avez les chambres des enfants, etc. Et on est en train, on fait les lits, on arrange tout, on met les coussins en place, on met tout en place, on fait la maison nickel pendant Shabbat. Ça, c'est un problème parce que vous êtes en train de faire le lit que vous allez utiliser samedi soir. Alors là, on fait la distinction suivante. Si vous le faites vraiment parce que vous êtes en train de préparer pour dormir le Motsai Shabbat, là, c'est une achana. Ça veut dire que vous le faites vraiment pour que le lit soit prêt pour après Shabbat. Si vous le faites, non pas pour le préparer pour Motsai Shabbat, mais vous le faites parce que ça vous dérange, c'est une pièce qui est devant tout le monde, et puis ça vous dérange, il y a des mamans qui sont très macpidotes et ne supportent pas que toutes les chambres des enfants soient embrouillées comme ça, personne ne fait son lit et tout. Pour elle, sa tranquillité d'esprit, c'est d'être dans une maison propre, rangée, les lits sont faits. Donc, elle ne fait pas les lits pour qu'ils soient prêts pour Motsai Shabbat, on le fait pour que la maison soit propre pendant Shabbat. C'est une un profil que j'ai pendant Shabbat. Ça, c'est permis. C'est pas un chana, je le fais pour maintenant. C'est un petit peu comme si vous faisiez le lit Shabbat matin, avant la choule, pour faire la sieste d'après-midi. Donc, je suis en train de préparer pour l'utiliser pendant Shabbat, c'est moutar. Mais si je le fais pour Motsai Shabbat, c'est un sourd. Voilà. Donc, on a un problème de achana. Vous savez aussi très bien que quand on a fini de manger Shabbat, on n'a pas le droit de faire la vaisselle pour qu'elle soit propre et la ranger pour après Shabbat. Si vous voulez faire vendredi soir la vaisselle pour l'utiliser de Shabbat midi, c'est permis. Mais si vous la faites après le Shabbat midi pour que soit propre, rangé pour le soir, c'est interdit. C'est achana. Alors maintenant, je reviens à ma question. Est-ce que le fait de mettre maintenant ma vaisselle dans le lave-vaisselle pendant Shabbat, est-ce que c'est une achana, une préparation pour pouvoir ensuite rapidement mettre la machine en marche Motsai Shabbat et que mes ustensiles soient propres? Voilà donc là. Chercher rangement. Alors, le problème, il est comme ça. Imaginons que, en fait, vous mettiez toute la vaisselle dans le lave-vaisselle parce qu'il prend trop de place dans la cuisine. Dans votre tête, ce n'est pas du tout une achana. Vous les mettez comme ça, en l'état, dans la machine. La machine, les assiettes les uns sur les autres et tout. Ça, c'est sûr que c'est permis. C'est sûr que c'est permis, ça, parce que vous n'êtes pas en train d'être méchine pour après Shabbat. Vous êtes en train juste de bourrer la machine parce qu'il n'y a pas de place dans la cuisine. Si par contre, vous êtes macpid, vous rangez chaque assiette à sa place, vous avez les clayettes, mettez les couteaux dans les endroits où ils vont être lavés dans la machine. Là, vous êtes en train de tout ranger, tout préparer. Là, il y a deux problèmes. D'abord, il y a un problème, vous êtes en train d'arranger la disposition des ustensiles pour qu'ils soient lavés rapidement Motsai Shabbat. Et deuxièmement, alors faites attention, on peut rentrer dans un problème de borer. Ça se trouve qu'il y a des petites et grandes assiettes qui sont toutes mélangées comme ça, hein, et
et vous avez quelquefois des clayettes, enfin des endroits pour les couteaux, les fourchettes, vous êtes en train de trier. Ça, c'est interdit à cause de trier. Donc, je conclus, le psaque, c'est quoi? Si vous mettez toute la vaisselle dans la machine comme ça, je vais dire au pif, comme ça, juste pour débarrasser la cuisine, ça n'a aucun problème. Si maintenant vous êtes macpide de préparer le lavage, ça veut dire vous mettez chaque chose à sa place, de telle sorte qu'il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton à Motzei Shabbat, vous avez un problème et de Hachana et un problème de, peut-être, hein, ça dépend des cas, un problème de borer. Donc, il faudra bien faire attention de ne pas être borer. Hein, vous les mettez comme ça sans. Voilà donc pour la deuxième. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Oui, Rav, bonsoir. Bonsoir, Rav Zervib. Bonsoir. Une petite question nuance par rapport à ce que vous avez dit, au fait qu'on aurait peut-être un problème de Mouktsé. Le Mouktsé, de manière générale, le problème, c'est de déplacer l'objet qui est Mouktsé. Et là, en l'occurrence, alors, je vous vois faire une tête que vous avez peut-être déjà envie de répondre, peut-être d'une bêtise. Non, j'écoute. J'écoute. D'accord. Non, mais simplement, voilà. Est-ce qu'on est en train de déplacer même le lave-vaisselle là ou bon, voilà, je sais pas, c'est quoi? C'est la machine qui est Mouktsé et qu'il faut pas. Parce que bon, voilà, je sais qu'il y a une nuance dans Mouktsé, qu'à la limite, quelque chose de Mouktsé, on a le droit de le toucher, mais juste la nuance, c'est de le déplacer. Voilà. Donc, Vous avez le droit de toucher le Mouktsé. Mais quand, ouais, vous, ouvrez alors, la porte, quand vous ouvrez la d'accord. porte de la machine, vous n'êtes pas en train de toucher seulement, vous êtes en train de bouger la porte. Ouais, d'accord. Donc, ça inclut quand même, il ne s'agit pas de bouger la machine entièrement, sûr. mais rien que de déplacer des éléments. Exactement. C'est pas forcément déplacé avec les roues en dessous. C'est que finalement, l'élément, c'est comme un couteau. Imaginez qu'il y a un couteau comme ça de chorette qui serait comme sous forme de canif. Bon, même s'il reste sur place, mais vous ouvrez la lame, vous êtes en train de l'ouvrir. Donc, vous êtes en train de l'utiliser. Ça s'interdit. Ce qui est permis dans Mouktsé, c'est juste toucher. Comme ça, une goa. On a le droit, ça, mais c'est tout. D'accord. Ah, Ok, j'ai une question. Allez-y, madame. Par rapport, comme vous avez dit, pour ranger la chambre des enfants, si les chambres, par exemple, les enfants, quand ils se lèvent, ils jettent leurs pyjamas n'importe où, les pyjamas sont entourés dans les couvertures, les coussins par terre. Quand on fait le lit et on range les pyjamas, est-ce qu'il y a un problème de Mouktsé ou pas? Alors, non, Mouktsé, c'est sûr que non. Non, c'est pas Pardon, de Borer. Parce que les enfants, ils prennent leurs habits, ils jettent tout en l'air, après ils marchent dessus, après ça fait des boules, et après on doit passer et mettre chaque chose à sa place. Alors, est-ce que c'est Borer tout ça? Alors, déjà, les pyjamas et tout cela, les chaussettes, etc., avec les draps et les couvertures, c'est sûr que non, parce que les draps et les couvertures sont très grands, les habits sont petits. On a dit quand les éléments ont des détails très différents, c'est pas un guéder, rappelez-vous, on a vu ça à la faute, c'est pas un guéder de meourab, de mélanger. Ah, donc oui. là, il n'y a pas de problème. Par contre, si maintenant, une fois que vous avez ramassé, je ne sais pas, les pyjamas, le pantalon, la veste du pyjama des enfants, etc., et que vous commencez à ranger chaque chose à sa place, ça oui, et qui sont méouravis encore. Je pense, madame, que si vos enfants ils jettent tout n'importe où, chaque chose doit être à une place différente. Je ne pense pas qu'ils sont méouravim. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si, imaginons que vous avez trouvé comme ça 3 pyjamas avec les pantalons, la veste et puis les chaussettes, effectivement, là, il y aura un problème de bourrin. Il faudra faire attention. Vous prendrez le tas et vous le mettrez dans un coin, sans le trier. Ah, d'accord. On est obligé de le mettre le laisser en coin, dans un coin comme ça. Oui, là où vous voulez, vous le rangez même dans un tiroir à la limite. Pourquoi pas? Ah, mais pas les séparer, pas les mettre dans sa place. Ça, on ne peut pas. Voilà, exactement. Vous l'aurez séparé du lit, du matelas, du drap et tout ça parce qu'ils sont grands, donc c'est pas mémourable. Mais entre eux, si vraiment vous avez un petit sac comme ça qui vient dans la main, avec 2-3 pyjamas mélangés, etc., ça, vous mettez le tas dans un coin, dans un tiroir, vous mettez le tiroir, c'est tout. Très bien, j'ai compris. Merci. Voilà. Juste une petite question, puisqu'on parlait de la vaisselle. Il me semble, je veux juste confirmer avec vous que vous aviez peut-être expliqué une fois que on pouvait, pendant Shabbat, étant donné que faire la vaisselle en soi, c'est pas une mélacha à proprement parler, si on sait qu'on a des invités pour le Shabbat midi, par exemple, si on a besoin de vaisselle et qu'on est en train de faire la vaisselle, même si on sait qu'on a 4-5 invités, à la limite, on peut laver 6 ou 7 assiettes dans le doute, parce que c'est pas vraiment une mélacha. Je confirme. Alors, peut-être expliquer parce que je ne sais pas si j'ai bien expliqué pour que tout le monde comprenne, et c'est, à mon avis, assez important. Bon, on me pose la question suivante. Le vendredi soir, on avait 10 invités, donc on a tiré 20 assiettes. Pour le poisson et la viande, 20 assiettes, 20 couteaux, 20 fourchettes, etc. C'est une grosse vaisselle. Et le Shabbat midi, on a la moitié de monde. Donc, est-ce que je dois prendre le nombre de vaisselles, le nombre de couverts dont j'ai besoin pile pour moi, mais peut-être un peu plus, ou bien non, une fois que j'ai commencé la vaisselle et que je vais avoir besoin d'une certaine partie de cette vaisselle, je peux tout laver.
La réponse est que je peux tout laver. Je ne suis pas obligé d'être metzamtzem. Je peux tout laver. Et j'ai envie de vous dire, même si vous pensez être peu le midi, bon, Hachem, dans les maisons juives, hein, souvent on pense être peu et puis on se retrouve à beaucoup. Donc c'est bien que la vaisselle prête, bien laver. Vous voyez, donc on peut tout laver. En 2 mots, on peut tout laver. Une achana, Soit- enfin, c'est un peu comme une achana quand même. Je ne sais pas si finalement on C'est l'a lavé. marbé shiurim. C'est marbé shiurim. Ah, encore De une toute façon, vous nouvelle. avez le droit de la faire, mais vous augmentez dans le shiur. Vous n'augmentez pas dans la mlacha, dans la. Et ça, on a le droit dans la. D'accord. D'accord. Ok, Question par rapport à Bechin et Shabbat Lechol. En ce moment, on dit des fois aux enfants, ceux qui veulent rester pour l'Abdallah, avant l'heure de l'Abdallah, que ce soit tous en pyjama, préparer les nagvassar pour qu'après l'Abdallah, tout de suite au lit. Est-ce que préparer le nagvassar pour qu'il soit prêt pour après Shabbat, c'est un khana, ou mieux vaut faire le nagvassar après Abdallah? Je vais vous dire, c'est pas une achana pour après Shabbat, vous faites là. Il va dormir et tous les jours, quand il va dormir, il prend son Egelwasser, son Kéli et sa cuvette. Donc il fait ce qu'il fait tous les jours. C'est pas qu'il a dit, je suis en train de le faire Shabbat ou Motsai Shabbat. Il fait comme chaque juif qui va dormir, il va avec sa petite cuvette. Donc je fais comme je fais tous les jours. Je suis pas en train d'être méchim pour demain. Je suis en train de faire ce que je fais tout le temps. Et votre question est intéressante. Quand on n'a aucune kavana, je vais ajouter un petit peu. Vous savez tous que vous avez tous l'habitude, quand vous avez fini le coca, on va dire, le coca, et les boissons, le vin, etc., il y en a qui mettent au frigo. Hein, pour ça, une question, pourquoi vous mettez au frigo? Vous êtes en train de préparer maintenant que votre coca, il va être frais Motsai Shabbat, c'est Achana. Oui. Et bien tous les postes qui me disent que non, c'est pas Achana, ça c'est très fin comme svara. C'est quoi? C'est que c'est un masque que je fais de toute façon quand je mets le coca ou les boissons au frigo. Je ne suis pas en train dans ma tête penser, je le mets au frigo pour qu'il soit prêt, frais après Shabbat. Je le mets parce que c'est comme ça que je conserve, toutes les boissons en les mettant au frigo. À la limite, c'est l'endroit où je les dépose tout le temps. Je ne suis pas en train de dire je les mets là-bas pour les préparer pour après. Je les mets parce que c'est leur endroit. C'est pareil pour l'Egelwasser. Je le mets là parce que c'est son endroit quand je vais dormir. Quand je vais dormir, j'ai mon Egelwasser. Donc, ce n'est pas Achana du tout. En même temps, les enfants, des fois, ils préparent les habits avant d'aller dormir pour le lendemain matin. Donc, Shabbat, logiquement, ça serait une achana pour préparer les habits. Oui, alors s'ils le font tout le temps comme ça, non. Par contre, ce qu'on peut avoir, ça c'est dans achana. S'ils sont boraires, ça c'est un problème. Ça, j'ai déjà expliqué. Si par exemple, ils vont chercher leur petite chemise au milieu d'autres chemises qui sont mélangées, leur culotte, leur tricot, leurs chaussettes, ça, si c'est mélangé avec d'autres, il est en train de choisir. Alors, il va prendre le bon du mauvais, certes, mais il le fait pour plusieurs heures après. Ça, c'est assaut. Parce que c'est boraire. Mais dans Achana, ça veut dire avoir une kavana. Comme je dis, je dois laver ma vaisselle après Shabbat, je ne peux pas le faire Shabbat. Et si je la fais avant, je prépare. Mais prendre mon Egelwasser, je ne suis pas en train de préparer pour après Shabbat. Je fais un maasé que je fais de toute façon tout le temps. Quand un juif va dormir, tu prends ton Egelwasser. J'ai envie d'aller un peu plus loin même. Il peut arriver, si il va se lever, il va dormir à 8 h du soir, et il se lève à 9 h, il va aller aux toilettes, il va faire son Egelwasser. Juste 1 heure, c'est encore Shabbat. Vous voyez, c'est complètement sorti du concept de Hachana. Allez-y, autre question. Encore une question. Une fois, mes enfants ils ont appris à l'école et on n'a jamais eu la réponse claire. Pour faire Arvit à Motsei Shabbat, alors si on doit marcher une demi-heure pour aller à la synagogue, donc on va prendre son sidour de Chol pour faire Arvit, mais pendant la demi-heure, on sera à Shabbat, après on va sortir de Shabbat. Alors le fait de prendre le sidour, c'est pas une achana? Ça, c'était la question de leur maître. On n'a jamais compris pourquoi oui, pourquoi non. Vous avez compris la question? Je crois que je la comprends, mais sachez que chez nous, ça n'existe pas parce qu'on ne porte pas. Nous. Vous parlez dans des endroits où on porte Shabbat, c'est ça? Ah oui, bien sûr. Oui, en Israël. On n'a jamais cette question. On ne porte pas Shabbat. Donc, vous êtes en train de me dire maintenant que une personne, il sort une demi-heure avant le Motsai Shabbat, il prend son sidour pour l'utiliser après. Voilà. Voilà. Alors, écoutez, madame, si vraiment toute la kavana, c'est de l'utiliser après Shabbat, il y a 8 problèmes. Vous savez qu'on a le même, regardez, madame, on a le même problème Yom Tov. Yom Tov, bon, c'est un sujet qu'il faudra approfondir. Quand on porte du premier jour de Yom Tov à deuxième jour de Yom Tov, aussi, il y a un problème.
Ah, parce qu'on est en train de porter le premier sur le deuxième jour. Vous voyez? d'accord. Mais on dit, écoutez bien ce que je vous dis, dans Yom Tov, on dit que finalement, quand on est en train de marcher dans la rue, ce sidour, je peux jeter un coup d'œil. Ça veut dire qu'il peut avoir, en théorie, une utilité tout de suite. Donc, Alors, à Yom Tov, ça enlève le Issour. Maintenant, Shabbat, c'est possible que pour vous, pour ceux qui sont en Eretz d'Israël et qui portent, donc il t'arrête que toute votre kavana, c'est-à-dire jamais je pense que les gens lisent dans le sidour. Hein, ils prennent le sidour, ils arrivent à la choule et ils arrivent à l'heure de Harvit, ils font Harvit. Dans ce cas-là, de page tout, il faudrait que je réfléchisse. Hein, c'est la première fois que j'ai cette question parce qu'on est en retard à l'arrêt. Mais a priori, pour moi, c'est assaut. A priori. Je vais Alors, quand même réfléchir à la question. il faut dire aux enfants, lisez un passouk dans le sidour. Voilà, absolument. S'ils Ah, lisent un passouk, s'ils font télim en marchant, donc ils sont en train d'utiliser tout de suite, ils ne sont pas en train de préparer pour après, ils sont en train de faire une mitzvah maintenant. Alors là, c'est sûr que ça marche. Ah, c'est intéressant, oui. Et une dernière question, c'est tout, une dernière question. Et par rapport au pyjama qu'on a dit tout à l'heure, je pense que dans un cours, il a été dit que quand on a plein de couverts, pour ne pas justement faire boraire, on les essuie et après on les range. Alors pour ranger les pyjamas, est-ce que je peux les plier et les ranger? Ça enlève l'interdiction de boraire. Vous avez compris? Les plier, vous dites? Oui, par exemple. Par exemple, vous avez dit que les couverts, pour ne pas faire boraire, on prend chaque couvert, on essuie et après on range. Il y a l'acte d'essuyer. Donc, pour ranger les pyjamas, est-ce qu'on peut faire un acte, par exemple, de les plier et après on enlève le boraire? Vous avez compris ce que je veux dire? Je pense que oui. Je pense que oui, madame. Je pense que oui. C'est intéressant votre question. Je pense que oui. Si c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire, à savoir que les pyjamas, enfin les chemises de vos enfants, vous avez l'habitude de plier, de manière qu'on a le droit de plier, hein, sans faire de pli, on s'entend, hein, c'est juste. Mais pour les ranger, on ne veut pas les ranger en boule comme ça. Si vous avez l'habitude de le plier, ça veut dire dans votre kavana, vous prenez le pyjama pour le plier. Votre kavana, c'est de le plier. De la même manière que quand j'ai des couverts mélangés, j'ai envie de les sécher, je les prends un par un, je les sèche, ça j'ai le droit, je le prends pour le sécher. Là, de la même manière, je prends le pyjama pour le plier, j'ai l'habitude de plier, donc ça j'ai parfaitement le droit de le plier. Et une fois que je l'ai dans la main, je ne suis pas obligé de le remélanger, je peux le ranger à sa place. Oui, a priori, ça marche, madame. Oui. Ouais, mais moi, je n'ai pas du tout l'habitude de plier, donc ça ne marche pas pour moi. Ah oui. Alors faites en sorte, prenez l'habitude, comme ça la ruse, elle va marcher. Elle peut Merci. aussi casser la tarovette, elle peut prendre le paquet Oui, de voilà. pyjama, le Khazak, balancer Khazak. dans toute la chambre et Khazak, elle ira Khazak. chercher. Vous avez entendu, madame, ce que monsieur Banazzi propose? Vous prenez Je tous viendrai les le faire pyjamas, pour vous chez vous. Ah oui. vous les projetez dans l'air comme ça, chacun Ah les met oui. dans son coin, après vous les rangez. C'est une Merci. solution. Merci. Je vous en prie. Bon, bah, au Hachem, je vois qu'il y a de la réaction. Hein, je vois que ce sont des choses, c'est le quotidien shabbatique. Hein. Très bien. Alors maintenant, je vais bon, la suivante, je vois que le temps passe très vite. Le temps passe très vite. Et je voulais vous parler, une des questions que je vous ai demandé, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a le droit de faire des bonhommes de la neige, enlever la neige chez soi? Bon, maintenant, on n'est pas en période d'hiver. Donc je vais passer à un autre sujet. Maintenant, c'est l'été, ça va plus vous concerner. Alors, les jeunes filles sont très intéressées par ces chélotes. Question au rabbin. Est-ce que j'ai le droit de m'installer au soleil sur une chaise longue et bronzer? L'ishtazef en hébreu. Est-ce qu'on peut bronzer pendant Shabbat? Hein, c'est une question pas facile. Hein. On peut bronzer. Alors, je vais vous La donner mélacha donc. est en teindre, c'est ça? Parce que c'est teindre. On va voir. Ah, on va voir pardon. quel est le problème d'Ikhlas. Quel est le problème d'Ikhlas, vous avez raison. On va voir. Alors, le problème qu'il y a dans le fait de s'installer au soleil, d'abord, beaucoup de personnes s'installent au soleil pour des raisons médicales. Vous savez qu'il y a des UV, des raisons de soleil, c'est très bon pour la santé, des gens qui sont un peu rachitiques et tout. Bon, il y a beaucoup qui. Alors là, sachez que dès que ça rentre dans un problème médical, ça rentre dans la fameuse xéra hein, qui nous dérange tellement. Hein, c'est xéra qu'on ne peut pas prendre des médicaments, sauf si c'est un malade qui est alité, un vrai malade, ce qu'on appelle cholé chez Enbo Sakana, un malade alité. Celui-là, il peut prendre des médicaments, on peut lui faire des refautes, mais si c'est stam, quelqu'un qui a besoin d'un peu de trizouk, etc., pour être mechazek, là, il y a un problème de refoua.
Donc, s'installer comme ça, qu'est-ce que tu fais là? Je bronze, je reste au soleil pour la santé, c'est interdit. Déjà, première chose. Deuxièmement, on peut s'interroger sur le fait de bronzer, ça veut dire de brunir sa peau, c'est quand même un maassé comme teindre, c'est coloré. Alors certes, ce n'est pas le coloriage ou le colorage, la teinte habituelle qui est dans le Mishkan. Dans le Mishkan, on mettait des peaux, on mettait des tentures dans des bains de couleurs, etc. Là, non, c'est la pigmentation naturelle du corps qui fait que quand elle rencontre les rayons de soleil, bon, un phénomène comme ça qui se passe dans le corps et donc on prend des couleurs. Alors, ce point-là, c'est beaucoup discuté dans les poskim. C'est beaucoup discuté dans les poskim. Après recherche, j'ai vu que la majorité des poskim font le chilouk suivant. Écoutez bien le point. Le chilouk, ça veut dire la différence suivante. Si vraiment une personne s'installe pour bronzer, elle a envie d'être les yofi, elle va être plus beau, une jeune fille, elle va être plus jolie. Alors là, comme il a une kavana, je m'installe au soleil pour bronzer, ça, c'est pas permis. Kalvachomer, à plus forte raison, alors faites très attention à ça, tous les poskim, même les plus grands mékilim sont interdits ça, pas se mettre sur soit des huiles ou des produits qui aident à bronzer. Faites très attention, ça c'est interdit. Vous faites un vrai maassé, là c'est interdit de le faire. Par contre, quand c'est juste bronzer sans les produits, sans les huiles, etc., bronzantes, alors là, je dis, si la kavana c'est de bronzer, c'est interdit. Si la kavana c'est pas de bronzer, c'est pas chaud parce qu'il y a des gens au contraire qui sont bruns de nature, ils ne sont pas du tout intéressés à être plus bruns, pas du tout. Mais c'est des gens qui aiment bien le soleil parce que c'est agréable pour le ta'anouk d'être au soleil. C'est sentir chaud, pendant l'hiver on a eu froid, on a envie d'avoir chaud. C'est pas on n'est pas malade, bon Hachem, les UV c'est pas pour guérir de quoi que ce soit, mais l'intention c'est autre chose, c'est kavano les ta'anouk. Quand la kavana, l'intention, c'est les ta'anouk, ça on peut permettre. Alors vous allez me dire où est la limite dans ça, on peut tricher un petit peu. Ok, en tout cas ça, chacun doit jouer avec sa yirat shamayim. Donc si vous avez un kiff, un plaisir, et beaucoup de gens aiment bien prendre, moi j'aime bien prendre un peu de soleil, pas du tout pour bronzer, il y a des millions de kilomètres d'avoir envie de bronzer, mais je me mets au soleil parce que ça fait du bien, parce que le soleil ça fait du bien pour la santé, c'est tout. C'est que Baruch Hashem, je suis en bonne santé, je n'ai pas besoin de ça parce que je suis rachitique, Baruch Hashem, mais je me mets au soleil parce que le soleil c'est bien, c'est un ta'anouk d'être au soleil. Ça c'est permis. Bon. Donc il y a 3 niveaux en fait. Si c'est pour les chazek le gouffre, une personne qui est un peu malade, un peu rachitique, c'est interdit. Si c'est pour bronzer vraiment, pour être coloré, ça c'est interdit. Par contre, si c'est pour un ta'anouk, c'est permis. Voilà donc, ça c'est la chita des marchmirim, enfin la tendance des marchmirim qui dit cette chose-là, des minchati, je vous donne un nom, c'est Minchati Tzrak, un Dayan Weiss et d'autres qui disent comme ça. J'ai vu certains poskim, c'est un peu étonnant, des grands poskim qui permettent le bronzage dans tous les cas, qui permettent. Et leur argument, c'est qu'on ne fait aucun maasé beyadaïm. C'est vraiment, on est passif. On s'installe sur une chaise et on bronze. Donc, dans la mesure où on est passif, ils pensent que c'est permis. D'ailleurs, je ne cache pas que si une personne veut s'installer dans une terrasse, il veut discuter avec des amis, de toute façon, il voulait s'installer. Mais il se met au soleil parce qu'il sait qu'en étant au soleil, il va bronzer. Ça, c'est aucune interdiction. Si vous installez vraiment pour prendre un apéritif, pour faire un kidouche, pour étudier, pour chanter, au soleil, il n'y a aucune interdiction. Mais vous savez pertinemment que, et au fond, vous êtes intéressé par le bronzage. Ce n'est pas interdit. Si vraiment je m'installe, j'ai le droit de me promener au soleil. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens en vacances, des fois dans les montagnes, on bronze parce qu'on marche 2-3 heures dans les montagnes, on vient de bronzer, mais elles sont aucune caverne de bronzer. On vient de manière, c'est un fait. Donc, vous voyez, si on s'installe au soleil et qu'on bronze, c'est aucune interdiction si on s'installe pour une autre raison que pour bronzer. Le issour dont j'ai parlé, c'est si on s'installe vraiment sur sa chaise longue pour bronzer. Ça, c'est ça. Voilà, c'est une question qui revient, qui est récurrente, donc c'est bien de le savoir. Il y a des portes de sortie. Beaucoup de gens qui peuvent dire, bon, si c'est comme ça, pas de problème, je vais inviter des amis, on va faire une discussion, on va faire une sira du rabbi, on va rester 1 heure au soleil, on va faire une sira, eh bien, pas de problème. Vous faites une sira au soleil, c'est permis. Voilà. Y a-t-il des questions sur cette
C'est bizarre parce que ça créché, alors il n'existe pas. Excusez-moi, madame, j'ai pas mis. Petit créché, par exemple, quand vous tirez un banc, vous savez que vous voulez le banc, mais ça va faire des sillons. En principe, on ne tire pas le banc. Là, si on veut, on veut être au soleil, pas pour bronzer, mais c'est automatique. Pourquoi c'est pas petit créché? Alors, psychréché, madame, je vais vous dire, vous posez une question très pointue dans le Iyun. Sachez une chose que pas toujours on dit psychréché. Il y a plusieurs exemples, et en l'occurrence, c'est un exemple. Le cas de psychréché, c'est par exemple, vous appuyez sur un bouton, ou bien autre chose, vous ouvrez la porte du frigo, ça actionne un bouton, la lumière va s'allumer. Vous êtes en train de faire un maasé. Un maasé, un acte d'ouvrir la porte. Normalement, ouvrir une porte, c'est permis. Mais en parallèle, il y a une lumière qui va s'allumer. C'est d'avoir chaîne mikaven, vous faites sans kavana de lumière, mais c'est sûr qu'elle va s'allumer. Mais vous avez fait un acte qui a et ouvert la porte et allumé la lumière. Quand la chose vient, mais vous ne faites aucun maasé, la chose vient d'elle-même, donc tout va dépendre de la kavana, comme j'ai expliqué. Là, vous ne faites pas. C'est pour ça que j'ai dit que quand on met des pommades et des crèmes, c'est complètement interdit, là, parce que vous faites un acte de bronzer. Mais s'il ne faut aucun acte, je suis passif, je suis assis. C'est marqué nulle part dans la Torah que c'est interdit d'être passif, d'être assis quelque part et de discuter avec un ami. Ah, c'est psychréché que je bronze. La Torah n'a pas interdit de bronzer quand je suis dans la rue et je parle avec un ami. La Torah n'a jamais dit reste à la maison quand il y a du soleil. Elle dit tu peux sortir. Ah, mais en sortant, pourquoi? Alors la réponse, c'est pas, il n'y a pas l'interdiction de psychréché. C'est psychréché, c'est sûr. Psychréché égale, c'est sûr que ça va bronzer, certes. Mais je n'ai fait aucun maasé miyuchat pour ça. Je n'ai pas fait un acte particulier pour ça. J'ai appuyé sur aucun bouton, je n'ai rien fait, donc c'est permis. Ah, très bien, merci. Oui, voilà. D'ailleurs, madame, je ne vais pas allonger là-dessus, mais sachez que la svara que je viens de vous donner, c'est une des svarot des poskim qui permettent de marcher dans les endroits où les lumières s'allument d'elles-mêmes. C'est une grosse souga, ça, vous savez. C'est le problème de nos jours, dans nos générations. Mais c'est une des svarot de Rav Wosner, dans certains cas, de permettre d'avancer quand on sait qu'il y a lumière, il y a des capteurs et la lumière vont s'allumer. Autre question, allez-y, je vous écoute. Vous avez parlé un petit peu des médicaments. Je voulais savoir, est-ce que l'interdiction de prendre des médicaments pendant le Shabbat, ça englobe tout ce qui est de nature à faire du bien, ou est-ce que ça englobe quand même des choses qui ont requis une certaine forme de tochen dans leur préparation? Et je vais vous dire à quoi je pense. Notamment, est-ce qu'on aurait le droit de prendre du sérum physiologique ou du stérimar? C'est-à-dire, c'est essentiellement de l'eau de mer ou de l'eau dans lequel on a rajouté peut-être quelques sels minéraux, enfin, je sais pas quoi, mais c'est quand même essentiellement de l'eau. Bon, voilà. Est-ce que ça rentre dans le guédère d'un médicament ou pas? Parce qu'a priori, il n'y a rien de tochen dans la préparation. Enfin, je dis bien a priori, je ne suis pas allé voir la composition exacte. Mais c'est, en tout cas, dans la façon, dans la matière, ce n'est pas un comprimé, quoi. Alors, en général, pour cette question, il faut savoir si ce sérum physiologique, est-ce qu'il y a des gens qui sont en bonne santé qui prennent cette chose-là? Oui, bien sûr. Oui, là oui, en l'occurrence. Oui, c'est-à-dire oui. C'est pour enlever les glaires qu'on peut avoir au réveil. C'est pour quelqu'un qui est en bonne santé, il nez. prend ça. J'ai envie de vous dire quelqu'un qui prend du citron parce qu'il guérit de la gorge comme ça. On va pas mettre du citron. Le citron, moi j'en prends. Un sportif, il mange du citron, point final. Donc c'est sûr, si c'est un machalbrine, il n'y a pas de problème. D'accord. Voilà. Ah bah très bien. C'est très très bon à savoir. Merci. Autre question, allez-y. Oui, Rav, Oui. allô? Oui, j'écoute. Shabbat, à la choule, il y avait un choulin. Et quand ils ont servi le choulin, ils ont tenu sur la plata la casserole. Alors, j'aurais dit que c'était assourd. En principe, c'est assourd de faire comme ça. C'est-à-dire ils ont soulevé simplement un tout petit peu la casserole de la plata sans l'enlever de la plata. Ils l'ont découverte et ils ont servi, c'est ça? Oui, ils ont découvert, oui, bien sûr. Ils ont découvert. Sachez que Béchat Adacha, qui est un Chazouni qui parle de ça, il y a des postes qui me parlent de ça. Béchat Adacha, quand la marmite est trop grosse, le fait de le soulever comme ça, donc il est beaucoup moins en contact avec la chaleur de la plata. Donc, parce que vous vous rappelez pourquoi on n'a pas le droit de faire à cause de Megis. Le Chachash Megis, quand il est soulevé comme ça, il est très très faible. Oui, mais donc, quand la casserole elle est très grosse, on est Mekil. Non, mais
là c'est à peine soulevé. Hein. Il a tenu à peine. Hein. C'est pas, il a soulevé. Oui, j'entends, mais il a quand même levé Oui. levé de la plata, donc il y a quand même 1 centimètre Bah, il y a d'écart. une partie qui était sur la plata quand même. Hein. Oui, mais je vous donne la svara de ceux. Il y en a qui sont méquilim dans ça. Parce que vous savez, à part ça, vous savez que le ignan de se servir sur la plata, on est mahmir, mais il y a des méquilim. Le Beth Yosef, il est méquil dans ça. Ah, d'accord. Il y a des méquilim dans ça. Donc, chara comme ça, ceux qui le lèvent dans le laissant, bon, ça y est, c'est entre les deux, on peut être méquil. Je sais qu'il y a un chazonish qui dit que quand la marmite elle est trop grosse, on n'est pas obligé de l'enlever. On peut servir directement. Mais comment ça s'appelle et retourner rechercher des trucs dans la marmite quand c'est comme ça, on a le droit? Non, alors là, vraiment, là, si vraiment elle est posée entièrement, vous commencez à chercher, là, vraiment, vous rentrez dans le crachage de Mégis. Si vous voulez faire un truc comme ça, il faut vraiment l'enlever du feu. D'accord. Voilà. Et après, le couvercle, on peut le remettre. Par exemple, si on veut remettre… Oui, oui. Les rateries hors du feu, mais s'il n'y a pas le choix, bon, bah, même dans le feu, je vous dis, le Beth Yosef, il met ça. N'oubliez pas que le lien de c'est vraiment c'est un crachage très, très fort, ce lien de Mégis, pour un repas, la daf, qui est Mitbechel Kotsorko. Ouais. Voilà, n'oubliez pas que c'est quand même, c'est cuit, c'est bouillant, c'est sur le feu. Donc dire que maintenant il y a un khachach, bon, on craint ce khachach, attention, on craint le Megit, mais sauf Kolso, bon, c'est quand même cuit entièrement. Donc c'est un khachach rachok. Raph, une dernière question par rapport à Shabbat. Madame, ne dites jamais une dernière question, on a toujours d'autres. Non, parce que pas… Bon, d'accord. Allez-y, je vous écoute. Est-ce qu'une jeune fille a le droit d'enlever un élastique qui lui tient une natte Shabbat? Par exemple, elle enlève l'élastique, mais elle sait que la natte, elle va se défaire. Elle a le droit de faire ça Shabbat? On a le droit de le faire, madame. On a le droit de le faire, bien que faire une natte, c'est dommer les bonnets, la défaire, c'est dommer les sautères, mais dans la mesure où elle fait un acte qui va être gorem, qui va de manière indirecte faire que la natte va se défaire, ça c'est permis, parce qu'elle se défait toute seule, la natte, vous voyez? D'accord. Elle était susceptible, elle était censée se défaire, seulement grâce à l'élastique, elle ne se défait pas. Vous enlevez la chose qui lui permet de ne pas se défaire, mais elle se défait tout seul, c'est très bien, elle dort la nuit, elle est sur son coussin, bon, elle bouge, donc ça se défait. Ça c'est marqué clair qu'une natte, on ne la défait pas, mais enlever l'élastique, c'est moutard. Ah, merci. Voilà. Autre question? Bon, encore une question. Et oui, madame, vous ne faut jamais dire une dernière. Voilà. Je vais faire que la dernière. Bon, ne dites jamais la dernière, madame. Il y en a des millions, il y en a des milliards. Bon, allez-y. Est-ce qu'on a le droit de souffler? Par exemple, on a une poussière sur un pull ou sur quelque chose. Est-ce qu'on a le droit de souffler sur la poussière Shabbat par rapport à Zoré? Par exemple, vous comprenez, vous avez une poussière sur une manche et vous soufflez. Alors que la poussière, ça soit guédoulécha, carca ou non, est-ce qu'il y a une différence aussi? Par exemple, si c'est une poussière ou une miette de pain sur une manche, par exemple. Une bonne question, ça, vous demandez. Donc, vous demandez si Azoré, c'est marqué clair que si on a un mélange, on a les cacahuètes, là, on a commencé à les frotter un petit peu, on a séparé l'écorce marron de la cacahuète et le moelle, et qu'ensuite on souffle, là, c'est un problème de Zoré. Oui. Maintenant, est-ce qu'il y a Zoré dans un vêtement? Il faudra apporter une preuve que non. Écoutez, madame, je n'ai pas une preuve absolue dans la tête pour l'instant, mais d'après tout ce que j'ai pu voir, il n'y a pas un problème de Zoré dans ce cas-là, sur un vêtement. Il y a beaucoup de cas, il n'y a pas un problème de Zoré. Par exemple, je vous donne un exemple. Il est marqué la fameuse mouche qui est dans le verre. On n'a pas le droit d'enlever la mouche, vous savez, sauf que nous, d'après Chabad, on verse jusqu'à ce que la mouche s'en aille. Et c'est marqué là-bas qu'on n'a pas le droit de souffler à cause de Borer, mais ce n'est pas à cause de Zoré. Alors maintenant, il faut réfléchir pourquoi il n'y a pas Zoré dans… Bon, d'abord, beaucoup de poskim pensent qu'il n'y a pas Zoré s'il n'y a pas Guidou des Karkas, ou bien quand la chose… Les vêtements, c'est souvent Guidou des Karkas, mais ça a été tellement transformé que ça y est, c'est comme si c'est plus du Guidou des Karkas. Et oui. Non, mais par exemple, si c'est, on va dire, si c'est du pain, c'est Guidou les Karkas, le pain. J'ai compris. Donc, c'est Guidou les Karkas, oui, mais enfin, il a été transformé déjà. Attention, hein, déjà le pain, par exemple, le pain, il n'y a pas Tochen, par exemple, parce que en Tochen, achar Tochen.
Bien Ok. qu'à la base, dans sa source, il y a 8 tochen, mais comme il a déjà reconstitué, donc il n'y a plus de tochen. Donc, il t'arrête qu'après les transformations, c'est complètement. On n'est plus dans le zoré du Mishkan, c'est dans les champs, où on est en train d'attendre le vent qui est en train d'enlever la paille, etc. C'est permis. Maintenant, la preuve, enfin, où c'est marqué clair, clair, il faudrait trouver, mais c'est permis. On a le droit de souffler dessus, ouais, sur un vêtement. Merci. Voilà. OK. Alors maintenant, on va rentrer. Le temps, bon, ça court, ça court. Il nous reste bon, 5-10 petites minutes. Alors, donc, tout ce que je suis en train de vous faire maintenant, sont des questions que les filles de Betrivka m'ont posées et donc elles attendent mes réponses. Elles m'ont posé une question. Alors là, les questions que tout le monde a, les jeux pendant Shabbat. Ça veut dire les Scrabble, les puzzles, les Lego, le Monopoly, etc. etc. Bon, c'est des questions. Donc, je vais tâcher de. J'aurais tendance à vous dire, voilà, ça c'est permis, ça c'est interdit et c'est tout. Mais il faut quand même comprendre. Si on ne comprend pas, qu'on n'a pas les svarot, la logique, très difficile de comprendre et puis d'extrapoler à de nouveaux cas. Il y en a tout le temps de nouveaux cas. On va commencer déjà par le Scrabble. Le Scrabble, c'est un jeu où on tire des lettres et on fait des mots. Comme des mots croisés, on fait des lettres. La question est de savoir, est-ce que j'ai le droit d'assembler des lettres, des petits carrés comme ça avec une lettre, au fur et à mesure que donc les lettres me tombent dans la main, je fais Aleph, Bet, E, Abba, Aleph, Bet, Yud, Avi, ainsi de suite. Et je les mets les uns à côté des autres. Si j'ai juste un petit morceau de bois, comme c'est souvent un petit support, et je le pose sur le support, je fais ma lettre jusqu'à ce que je constitue un mot ou une phrase. Le psak, c'est permis. Et on va voir la source de cela, d'où ça sort. On va voir le puzzle après, on va voir les autres jeux. Il y a une grande différence entre le puzzle et le Scrabble. Le Scrabble, c'est un assemblage de lettres déjà faites. En tout cas, ceux que je connais. Peut-être il y en a d'autres maintenant, mais enfin, ceux que je connais, c'est on a des lettres qui sont faites, on fait des mots, des chiffres, déchiffrer des lettres. Donc, on n'est pas en train de créer une lettre, on est en train de créer un mot avec des lettres qui sont faites. Ça, on a un makor. On a un makor. Il y a un Magen Avraham qui dit qu'on n'a pas le droit sur la parochette de mettre des lettres. On va écrire sur la parochette j'ai un Charles, un Hachem, un pasouk de Tehilim. Et donc, on accrochait comme ça des petites lettres, ou en plastique, ou en or, ou en cuivre. Donc, on faisait comme ça des lettres, on les accrochait. Magen Avraham, il dit que c'est interdit. Il s'interdit ces choses-là. D'un autre côté, on a une halakha qui est la suivante. Quand on a des livres sur la tranche desquels il y a des écritures, une grande marloquette dans les poskim, est-ce qu'on a le droit d'ouvrir et de fermer ces livres? Quand vous fermez le livre, vous créez une lettre, vous écrivez dessus votre nom, par exemple, voilà. Donc, dès que vous fermez le livre, il y a votre nom qui s'inscrit, et quand vous l'ouvrez, il y a votre nom qui disparaît, parce que les pages se séparent. Il y a une grande discussion dans les poskim sur cela. Le psak, le robe le vouge qui est interdit, le robe des poskim, Admorazaken parmi eux, il dit que Ikar halakha, c'est que c'est permis. C'est mieux d'éviter, c'est mieux de ne pas avoir des livres comme ça, c'est mieux de prendre un où il n'y a pas d'écriture sur la tranche, ok? Je dis bien quand il y a de vraies écritures ou bien un vrai dessin significatif. S'il y a comme dans beaucoup de livres sur la tranche, il y a juste des petites couleurs comme ça, juste pour faire joli, c'est rien. C'est même pas un dessin, c'est un peu de couleur, il n'y a aucun problème. Bon, d'accord, il y a Mekin dans ça. Si on regarde la source de ce din et des Mekinim, il y a un Rama, il y a un Darkei Moshe, c'est le Rama. Il explique qu'il y a plusieurs explications sur cela, mais je vous donne l'explication du Darkei Moshe. Darkei Moshe, c'est le Rama. Il dit pourquoi c'est permis? Parce que c'est un maasé de kirouv. Je ne fais que rapprocher des éléments qui sont déjà existants. Je lui mets carré les lettres.
et de manière tout à fait provisoire. Ils ne sont pas attachés, accrochés, pas en train de les accrocher. Hop, je peux ouvrir le livre, l'enfermer. Ça, c'est la source. C'est ça que je suis en train de vous donner maintenant. Contrairement encore aux lettres qu'on mettait sur la parochette, là, qui étaient fixées de manière définitive, une fois que les lettres sont là, elles sont accrochées sur la parochette. Imaginez comme ça des petits morceaux de fer, comme ça arrive quelquefois, hop, petits crochets, et on les fixe là-bas. Donc c'est fixé. Dans le livre, c'est pas fixé. C'est fait pour être ouvert et fermé tout le temps, c'est qu'être mécarev les choses. D'après cette svara, que le maasé, ce n'est qu'un maasé du kirouv, on va être médamé, on va faire ressembler ça au cas du Scrabble. Scrabble, vous avez des lettres qui sont là déjà. Vous ne faites que les rapprocher. Et comme vous ne faites que rapprocher des lettres, vous ne créez aucune lettre pour l'instant, rien que des mots, c'est permis. Ça, c'est le premier point. On a le droit de les rapprocher. Si, maintenant, donc le Scrabble en 2 mots, à moins que ce soit vraiment un Scrabble, vous avez comme des. vous avez une misguerette, un cadre, et qu'ensuite vous créez un mot croisé, par exemple, qui est fixé. Alors, si c'est fixé, c'est problématique, parce que si c'est fixé, ça ressemble au cas de la parochette, au cas du Magan Abraham, où il interdit de mettre comme ça des lettres qui sont fixées sur la parochette, sur le support qui est le tissu de la parochette. Mais s'il n'y a pas de misguerette, c'est moutard. Au Scrabble, on compte les points aussi. Attendez, laissez-moi finir, après on va préciser les points. Laissez-moi finir. Maintenant, dans le puzzle, quand vous faites un puzzle, c'est plus compliqué. Si vous faites un puzzle, encore une fois, où il n'y a pas une misguerette, il n'est pas fixé de manière forte. Il y a beaucoup de puzzles aimantés maintenant. Alors, si c'est des éléments forts, une fois qu'il est collé là, on ne peut pas le décoller, ou alors il faut vraiment faire un main assez fort, là, ça ressemble au cas de la parochette. Par contre, certains poskim, j'ai vu dans de Brettiner, dans ses shoots à lui, il dit que souvent les aimants qu'on a de nos jours, ils sont très faibles, comme ceux qu'on colle dans le frigo. Vous savez, on sort beaucoup des billes, ratson, comme ça, à peine un petit mouvement de rien, ils se décollent. Vous voyez. Donc, ça, c'est un petit peu comme le livre qui ouvre et qui se ferme. Vous voyez, c'est pas fixé comme ces lettres qui étaient fixées sur la parochette. Donc, d'après ce que je suis en train de vous dire, d'après cette svara que je viens de vous dire, il sera permis de faire un puzzle, même que le puzzle, c'est plus chamour que le Scrabble. Parce que le puzzle, vous êtes en train de créer des images. C'est l'équivalent, ça serait dans le Scrabble, où la lettre A ou R, par exemple, n'est pas faite, mais en approchant 2 morceaux de carton, vous créez une lettre, vous êtes en train d'écrire une lettre. Il y a 2 morceaux de lettres que vous collez, vous voyez. Ça, c'est plus chamour. Ce n'est pas que ce sont des lettres déjà écrites que vous rapprochez. C'est kirouv. C'est un kirouv, un rapprochement de lettres, mais c'est aussi la création d'une lettre. Donc, c'est plus chamour. Mais allez, je vais dans les soirées un peu aujourd'hui. Mais Béhémet, dans le éther de fermer le livre, vous avez ce éther-là. Parce que quand le livre est ouvert, les lettres ont disparu. C'est seulement quand vous recollez les feuilles les unes à côté des autres que vous voyez que la lettre, si j'ose dire, elle se réécrit. Donc, la conclusion de Rav Poskim, c'est vraiment une souga, je vous dis tout de suite, vous entendrez la chose et son contraire. Ça va de l'inakatse à l'akatse. Il y en a qui permettent tout, il y en a qui interdisent tout. Mais je vous apporte, si vous voulez, les poskim, les divukim dans Mourazaken, les poskim, les plus mefoursamim. Donc, la conclusion, ils arrivent que si le puzzle n'est pas quelque chose comme la parochette, qu'on a l'habitude de garder une fois qu'il est fait, on va l'encadrer, on va faire un petit cadre qu'on va mettre au mur. Là, c'est interdit, parce que c'est fixe. Mais si vous le faites juste pour jouer, et une fois que vous avez fini le jeu, au fur et à mesure qu'on le fait, c'est de manière khalash. Ils ne sont pas vraiment fixés les uns aux autres, ou bien c'est un aimant qui n'est pas très très fort. Donc, ça va ressembler davantage au cas du livre qu'au cas de la parochette. Et donc, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu récemment chez moi. Les enfants, ils ont fait un puzzle. Bon, quand ils ont fini le puzzle, ça y est, ils l'ont défait pour le refaire après. Donc, c'est vraiment comme le livre qu'on ouvre et qu'on ferme. Vous voyez, ce n'est pas définitif du tout.
En plus, bon, ils ne s'imbriquaient pas les uns dans les autres. Dès que ça bougeait un petit peu, ils se décollaient. Donc, c'était permis. Si par contre, ce sont certains puzzles vraiment très, très élaborés, qui demandent d'ailleurs des fois des centaines d'heures pour être faits, hein, qui ont beaucoup de patience, et qui se tiennent dans une misguérette, qui est bloquée dans la misguérette, alors là, ça va ressembler au cas de la parochette, où les lettres, comme elles sont fixées là-bas, c'est quand même interdit, malgré le fait que finalement, on a fait des lettres indépendantes et qu'on a mis les unes à côté des autres. Voilà, je conclus, que ce soit clair pour chacun. Donc, pour le puzzle, si les éléments ne sont pas collés les uns avec les autres, bien collés de manière forte, ou un aimant très faible, et qui ne sont pas dans une misguérette, et que c'est le derrière. Une fois qu'on l'a fini, bon, on peut le garder un jour ou deux pour montrer aux amis, mais que de toute façon, on va le défaire pour le refaire. Pas du tout l'intention de le garder comme ça. On peut permettre aussi le puzzle. J'écoute vos questions maintenant. Allez-y. Le Monopoly. Vous n'avez pas fini sur le Monopoly? Non. Déjà sur le puzzle et le Scrabble. Je vais parler de Monopoly maintenant. D'accord. Pas de questions sur le puzzle et le Scrabble? Pas de questions. Bon. Alors, je vais parler du Monopoly. On reviendra sur ça. De toute façon, c'est des questions qui sont tellement fréquentes, qui viennent tout le temps. Et surtout, il faut bien attraper les svarotes, enfin, la logique qui est derrière, parce que c'est très embrouillé dans les post-kim. Le Monopoly, il faut savoir une chose. Oui, autre chose dans ce que je suis en train de vous dire, il faut faire extrêmement attention au problème de Borer. Quand on fait des Scrabble, il y a un problème quelquefois de Borer. Quand vous prenez une lettre et vous la mettez, vous avez besoin de la lettre pour faire le mot, bon, vous la faites. Mais si il y a certains jeux où on tire une lettre et si elle ne vous plaît pas, vous la remettez, c'est problématique. On peut résoudre ce problème-là, d'après beaucoup de post-kim, que si par erreur, on a pris une lettre qu'on espérait être la bonne, mais finalement, dans le puzzle, on attendait une lettre, enfin, il manquait la tête de quelqu'un, de Chacham, il manquait la tête du Chacham, je suis tombé sur autre chose, sur le pied. Beaucoup de post-kim pensent que c'est un brira taout. Si je la remets si je la mets de côté parce qu'elle ne m'intéresse pas, donc c'est obsolète, donc c'est assourd. Mais si je la remets dans le tas, hein, j'ai comme metaken. En fait, c'est une erreur. J'ai fait une brira taout, donc je peux la remettre. Donc ça peut être une petite. Faites attention à Borer dans ces jeux-là. Grave, on peut dire. Je finis donc ce point. Donc je veux répondre pour le Monopoly. Alors, le Monopoly, si on fait attention, bien sûr, qu'il n'y a pas de Borer, etc. Autre chose, hein, messieurs, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire ça. Messieurs, je compte sur vous. Tâchez de trouver d'autres occupations que le Monopoly pendant Shabbat. Hein, c'est Monopoly, c'est pour les dames, pour les enfants. Vous, je veux vous voir autour d'une Gemara, d'une Sira, d'un Mahamar et tout, hein, ou chanter, danser, ou ce que vous voulez. Ne perdez pas de temps dans des jeux comme ça. Hein. Ça, c'est réservé pour ceux qui n'ont pas le chiyuv de Limud Torah. Sinon, c'est bitul Torah, c'est évident. Ou, on peut imaginer, bon, c'est au cas par cas, il faut demander à votre âme. Si vous êtes chaliar, si vous voulez attirer des jeunes, bon, c'est autre chose. C'est déjà, il y a une kavana retsuya. Hein, on veut attirer des jeunes, donc on les attire avec des petits jeux comme ça. Mais il faut savoir que pour un adulte et tout pour un. Il ne faut pas perdre son temps à jouer à ça. Bon, mais il faut quand même donner la faute pour ceux qui le font quand même. Alors, donc, pour le Monopoly, c'est quoi le problème du Monopoly? C'est qu'on fait du business. Est-ce qu'on a le droit de faire du business? Bien sûr, mais doumé, hein, ce n'est pas du vrai business. La réponse est la suivante. Si vous jouez, comme on dit, avec de l'argent, il y a des paris, c'est assaut. Mais si vous jouez vraiment le vrai Monopoly comme on joue normalement, c'est-à-dire on joue avec du faux argent et de toute façon personne ne gagne, c'est juste pour passer du temps ensemble, mais tzafta achat, hein, ça c'est permis. Minadine, je parle, hein, encore. Midina, il n'y a pas d'interdiction de jouer à un jeu avec des gains fictifs. Hein, j'ai gagné 100 €, j'ai acheté une maison, hein, autant qu'ils m'en souviennent, quand j'étais jeune, j'ai dû jouer à ça, rue l'avenue Foch, l'avenue je ne sais quoi, des Champs-Élysées. Bon, ça vaut 100 000 €, 120 millions d'euros, etc. Tant que c'est des faux billets, c'est un jeu que personne ne gagne, personne ne perd, c'est permis. Donc, c'est permis, cette chose-là. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Plus de questions? Est-ce que c'est de toute façon, j'avais toujours entendu qu'il y avait un problème, parce que aussi bien pour le Monopoly que d'ailleurs, bon, pour le Scrabble, quand on fait une vraie partie de Scrabble, on est amené à compter les points, puisque vous avez dit vous-même que c'est des pièces sur lesquelles il y a des chiffres, enfin, c'est des lettres sur lesquelles il y a des chiffres. Est-ce que ça pose pas un problème, puisque de toute façon, voilà. Minadine, non, j'ai bien compris. Minadine, il n'y a pas de problème. Minadine, tant que c'est des faux argent et qu'il n'y a pas un gain ni une perte, c'est juste un jeu. Et bon, pour motiver, j'ai gagné, j'ai perdu. Donc,
La récompense, c'est je te donne des pièces, c'est des pièces fausses, bien sûr, hein, c'est permis. Absolument. Minadine, je dis bien Midina. Est-ce qu'il y a d'autres jeux? Oui. Est-ce qu'il y a des jeux que Medina sont interdits Shabbat dans ce cas-là? Sont interdits Shabbat? Oui. On dit que Medina, ces jeux-là ne sont pas interdits. Alors, est-ce qu'il y a des jeux qui sont, oui, interdits? La vérité, je ne suis pas très compétent dans les jeux. Je ne vous cache pas quand je regardais ça, même dans les cartes, il y en a qui jouent de la belote. Je ne sais pas la belote. Je ne vous cache pas que je ne sais même pas comment on joue de la belote. Dire qu'il y a. C'est des jeux où on est obligé d'être boraire. Mais ça, je me suis promis blinéder à me renseigner un peu comment ça marche. Il semblerait qu'il y ait des jeux où on est obligé d'être boraire. On met, je sais pas, les cartes jaunes avec les jaunes, les bleus avec les bleus, ça peut poser problème, bien sûr. Mais sinon, puisque je vous dis que jouer à l'argent faux, comme ça, dans l'imagination, mais que personne ne gagne ne perd ses permis, bon, à part Bitul Torah, non, pourquoi ça sera sourd? S'il n'y a pas un problème comme ça, oui. À part que ce n'est pas des jeux shabbatiques, on est d'accord. Oui. Il y a un jeu, qui est très populaire dans les familles Shabbat, qui s'appelle le Rumi Cube. Ça consiste dans quoi? C'est comme le Rami au cartes, mais c'est avec des jetons. Il faut faire des tierces, des carrés, des suites de chiffres. Est-ce que vous connaissez le Rumi Cube? Le mot, je le connais, mais je ne sais pas comment on joue. Est-ce qu'il y a un problème de boraire? Est-ce qu'on trie des fois les choses? Parce que je vous ai dit que les jetons pour faux argent, il n'y a pas de problème. Comme parce qu'ils me disent clair que le fait de dire que j'achète quelque chose, je perds 100 000 et tout, ça c'est rien, c'est un jeu. Par exemple, j'ai des jetons, j'ai des 3, des 4, des 6, des 10, des 13 et tout. Et il faut que j'ai 3 13 pour faire un ensemble. Ou alors il faut que j'ai 1, 2, 3, 4 pour faire un ensemble. Vous voyez? Et donc je construis des nombres. Qu'on soit pas de problème, mais c'est pas que si vous avez une mauvaise carte, vous tirez une carte et les mauvaises, vous la jetez. Il y a quelque chose comme ça? Ah non, pas du tout, c'est pas des cartes. Hein. Oui, alors non, a priori, bon, je vais me renseigner comment ça marche. A priori, je vois pas de problème, quoi. A priori, quoi. Mais il y a beaucoup de femmes et tout, des enfants qui jouent à ça. Quoi. Oui, a priori, je vois pas de problème. A priori, quoi. Mais je vais quand même me renseigner, savoir exactement comment ça marche, voir. Il y a des fois des vices, hein, ça peut être. J'ai très peur de boraire dans ces choses-là. Très souvent, on est boraire, on trie les cartes après ou les jetons. C'est ça que j'ai peur. Mais sinon, a priori, je vois pas de problème. Voilà, messieurs, dames. Juste, Rav, une petite question. Quand vous disiez tout à l'heure que si on prend de la pioche, par exemple, et qu'on prend quelque chose qui ne nous a pas satisfait et qu'on le remet, vous avez dit que c'est a priori. Il marche dans les possibles. Il y en a qui disent permettre, il y en a qui ne permettent pas. Alors j'ai dit, si vraiment les gens ils jouent à des jeux comme ça, au moins qu'ils aient le réflexe de le remettre dans la pioche. D'accord, et on ne peut pas dire que c'est des répouses quand justement, pour dire que c'est permis, que je suis en train de chercher quelque chose et que oui, c'est comme la paire de chaussettes que je cherche dans le tas de linge. Oui, il me semble, vous avez dit que oui, tant que je suis en train de chercher. Oui, mais ça, c'est parce que vous êtes en train de chercher, pendant 1 heure, vous allez chercher jusqu'à ce que vous la trouvez, mais là, non, vous avez le droit de tirer une carte, c'est tout, après, c'est le tour de l'autre. Donc c'est permis, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Si on vous permet de tirer 10, 20, 15, 30 cartes jusqu'à ce que vous trouvez la bonne, effectivement. Mais là, ce n'est pas le cas. Vous tirez une carte, si c'est la bonne, sinon c'est la tour de l'autre. C'est comme ça que je comprends les jeux. D'accord. Voilà, donc c'est pas de ripousse. Voilà, d'accord, donc comment on vote cette matière alors? Bon, je vous rappellerai après si vous devez. Non, oui, non, j'ai dit encore une fois, ça dépend du cas. Le seul éther-joie dans ça, c'est d'après les poskim qui disent que si je suis tombé sur la mauvaise, je peux remettre dans la pioche, dans le tas. Voilà, on parlera de ça à Mirzachon la semaine prochaine. Voilà, c'est des chélotes qui arrivent et tout, et on espère que le srout, le kol anomed, donc, messieurs, on est sûr que Dieu va nous donner Olam Haba très très bientôt, et surtout Olam Atria, la résurrection. Quoi tout, messieurs. Amen. Quoi tout à tout le monde.